RDC, victime de ses propres ressources naturelles. Ce sera le thème qui fera l'émission La Relève d'aujourd'hui. Merci de nous suivre. Oui, merci. En fait, j'aimerais intervenir un peu sur le sujet. Pourquoi? Parce que historiquement, nous avons connu ici au Congo que la RDC elle est victime de ses propres ressources naturelles. J'aimerais soulever un peu des faits historiques pour illustrer quelques victimisations que la population congolaise a subies durant l'histoire de notre pays. En fait, avec vous ici, nous avons observé depuis des années et des décennies que la RDC a subi beaucoup de massacres pour ses ressources naturelles. Tout a commencé par l'invasion du Puné, d'où nous avons connu dans la province de l'Équateur ce qu'on appelle les caoutchoucs de sang, ça c'est les caoutchoucs rouges, d'où les faits roi Léopold II, couper les mains des Congolais pour les caoutchoucs. Et c'est là pourquoi, parce qu'on avait des ressources chez nous. Après, nous avons encore, avec l'invention aujourd'hui de la technologie de l'ordinateur, de nos smartphones que vous voyez ici, aujourd'hui, nous avons connu ici à l'Est, il y a des guerres aujourd'hui à l'Est de la RDC, où la population congolaise est massacrée. D'où aujourd'hui même le monde fait l'hypocrisie de parler des guerres à l'Est, soit des rébellions, tout ça, mais non. On ne peut pas parler des rébellions à l'Est de la RDC aujourd'hui, c'est des génocides historiques même à l'Est de la RDC. Pourquoi? Parce que la RDC bénéficie aujourd'hui de ce que Dieu nous a donné comme des ressources naturelles. Et cela nous pose souvent problème. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que la RDC ne soit plus victime de ces ressources naturelles? Parce que ces ressources naturelles attirent souvent le convoitisme des sociétés occidentales, des pays occidentaux tellement puissants, tellement équipés en termes de matériel, qui financent même aujourd'hui ce que nous appelons des rebelles à l'Est. Nous avons observé avec vous de l'entrée de l'AFDEL et puis la prise de pouvoir de notre président Joseph Kabila, notre ancien président Joseph Kabila. Il y a ici ce qu'on appelle un accord avec les Rwandais et les Ougandais qui ont exploité les minéraux à l'est de la RDC. Aujourd'hui, le Rwanda se trouve le premier pays producteur du coltan et le cobalt, alors que dans son sous-sol, il ne regorge aucun minerai. Les peuples congolais aujourd'hui, je me pose la question, nous sommes naïfs, nous sommes apathiques, nous sommes amorphes. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour trouver solution face à ces problèmes? Parce que les ressources naturelles, nous, on n'a pas demandé, c'est Dieu qui nous a donné ça. Mais on se retrouve aujourd'hui victime de cela. Et ça a commencé pas aujourd'hui, ça a commencé depuis des décennies. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Nous devons céder une partie des ressources aux Occidentaux. Nous devons faire ce qu'on appelle le protectionnisme. Nous devons coopérer avec eux, parce que par la diplomatie, nous avons observé ce que non, ça ne va pas. Par la diplomatie, ça n'a pas tenu. Nous devons acheter des armes, mais ce sont eux qui fabriquent des armes. Est-ce qu'ils vont donner de bonnes qualités des armes? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, une personne, soit l'honorable peut nous répondre aujourd'hui. Comment faire pour élever, soit mettre fin au massacre que subissent aujourd'hui les Congolais pour leurs propres ressources naturelles? D'accord. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir, mais je peux donner mon point de vue si c'est nécessaire. Oui. Merci. C'est Jonathan Moni. Alors, je ne partage pas le même avis que Rigen, parce que la RDC, je pense que c'est une chanson de tout le temps. On est attaqué à cause de nos matières premières. On est. Mais de notre côté, bien sûr, ces ressources nous ont été données par Dieu, par la nature. Mais tant que pays souverain, qu'est-ce que devons-nous réellement faire? On ne peut pas s'inquiéter à tout moment. Je nous ramène à deux matières, la géopolitique et la sociologie des conflits. La géopolitique, bien sûr, analyse pourquoi les États se font la guerre, de même que la sociologie des conflits.
J'aimerais évoquer encore une notion, voilà, comme je venais de le dire, la politique et la géopolitique avec Karl Schoffer et Frédéric Gratzel qui pensaient qu'un État devait aller à la quête d'autres espaces pour chercher l'espace vital. L'espace vital qui est un élément important pour la survie de l'État. Un notaire anonyme dit que les États sont des acteurs rationnels qui sont animés de l'esprit de survie, de l'instinct de survie. Le Rwanda, je peux dire quelque chose qui peut nous choquer. Si on est attaqué, cela ne veut pas dire que ces États sont méchants. Le Rwanda n'est pas méchant, ni les États-Unis, ni les pays que nous connaissons qui ne sont pas méchants. Ils cherchent juste la survie. Ils cherchent juste la survie. C'est pourquoi ils nous attaquent. C'est pas pour le jet ou ça, comment dirais-je, juste pour se plaisanter, non. Mais ils cherchent leur survie. Mais nous aussi, étant que la République démocratique du Congo, face à ces attaques, qu'est-ce que nous devons faire? On est toujours, comme je l'ai dit ici, en train de se plaindre, on est attaqué, oui, on a les ressources, oui. Mais ces États cherchent la survie. Ils ne peuvent pas laisser. Le Rwanda a commencé, ce n'est pas aujourd'hui. Même l'époque avant la colonisation, il y a eu des exodes qui se faisaient. Le Rwanda est traversé. Les Banyamulenge, où est sorti même cet groupe de Maï Maï, c'était l'autodéfense qui se faisait avant. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a un notaire, comme tu l'as dit, le Rwanda n'a pas de ressources naturelles, c'est faux. Un notaire a dit que le Rwanda a des ressources naturelles que nous possédons, mais à faible quantité. Mais la RDC n'a pas des ambitions. Mais le Rwanda a des ambitions. C'est pourquoi il cherche à tout moment les coltans. C'est pourquoi il cherche toujours à créer de la guerre pour profiter de matières que nous n'arrivons pas à profiter. Mais qu'est-ce que la RDC maintenant devait faire? La RDC doit avoir les ambitions de puissance. Quand on veut être puissant... L'envoûtement. Oui. Ouais. L'envoûtement, c'est ça. La RDC doit être animée de cette envie d'enquérir cette puissance. Une fois on arrive à ce stade, je pense que ce petit État comme le Rwanda n'arriverait pas à nous faire face. Parce que déjà, on va équiper notre armée. Et j'ai dit, je prends l'exemple de la Corée du Nord. On ne parlait pas, je pense que 2 décennies en arrière, on ne parlait pas de la Corée du Nord. Mais ici, avec Trump, la Corée du Nord a mis à mal les États-Unis. On a parlé de la Corée. Parce qu'elle s'est dotée de l'arme nucléaire. Et tu penses que l'arme nucléaire a été créée par les Américains? Je ne crois pas. Qu'est-ce que nous devons faire? Développer la technologie. Regardez ce que le Japon a fait. Ils ont envoyé les jeunes étudiants pour aller étudier la technologie et ramener l'intelligence. Mais qu'est-ce que nous, Congolais, la RDC, fait? Et on a toujours tendance à rejeter la faute aux autres. On a toujours tendance à vouloir de l'aide. Mais on peut se développer. On ne développe pas, on se développe. Pour se protéger, on ne peut pas faire confiance aux autres. On doit d'abord nous-mêmes, sur le plan interne, se développer. Et là, on ne parlera plus de guerre. Bien sûr, la guerre ne peut pas être tuée pour du bon. Mais pendant le temps de paix, on prépare la guerre. Qu'est-ce que nous avons fait pendant que le temps où, aujourd'hui, on attend que des sommes colossales qui sont volées par-ci, par-là. Mais peut-être cet argent pourrait servir à quelque chose. Quelles sont nos ambitions de puissance? Étant qu'un État qui se veut puissant. Quelles sont nos ambitions? C'est un peu ça. Au fait, je ne vais pas faire un peu de mélo-mélo. Pourquoi? Parce que dans mon intervention, je n'ai pas accusé les Rwandais directement, non? En fait, dans mon intervention, j'ai accusé beaucoup de facteurs. J'ai commencé par les faits historiques pour remonter jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit cela? Moi, je ne refuse pas que non, avec la théorie de stabilité hégémonique, soit la théorie de l'hégémonie étatique des États, que les Rwandais viennent... Vos bandits. Que les Rwandais viennent exploiter les minéraux au Congo. Non.
comme vous avez évoqué Karl Schoffer, avec la théorie de l'expansionnisme, de l'expansion territoriale. Le Rwanda, comme un État normal, qui veut s'expansionner, qui veut vivre, doit toujours aller chercher ce qu'on appelle l'espace vital, l'espace nourricier. Et l'espace nourricier pour le Rwanda, il trouve ça au Congo. Mais moi, je ne refuse pas cela. Je ne disconvais pas le Rwanda. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la RDC est aujourd'hui victime. Parce qu'en relations internationales, ma sécurité constitue l'insécurité de l'autre. Ma sécurité constitue l'insécurité de l'autre. Lorsque je cherche à me protéger, ça constitue l'insécurité pour l'autre. Maintenant, qu'est-ce que l'autre doit faire? L'autre, là, c'est la RDC aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui victimes. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça la question que j'avais posée. Qu'est-ce que nous devons faire? Et puis, j'ai posé la question de savoir. Parce qu'un État ne peut pas vivre en autarcie. Parce que vous avez évoqué la question même de la Corée. La Corée ne s'est pas autodéterminée, ne s'est pas je peux dire, ils ne sont pas fabriqués l'arme nucléaire avec leurs propres ressources naturelles, non. Si vous vous souvenez de l'histoire des documentaires, ils ont venu prendre l'uranium ici au Congo pour fabriquer leur arme nucléaire. La RDC, ce sont des coopérations État-État. Ce sont la coopération État-État. Ils ont coopéré avec la RDC, avec les dirigeants qui dirigeaient le Congo et qui dirigeaient la Corée. Mais c'est leurs ambitions. Voilà. La RDC aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? C'est ça la plus grande question. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour ne pas être victimes de nos propres ressources naturelles? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? D'accord. Est-ce qu'on peut écouter les autres aussi? Il y a quelqu'un d'autre qui a un avis? Ok. Je suis Christ Kavunga. Alors, avant d'entrer dans les vifs de mon commentaire, j'aimerais faire un toilettage sur ce que mon confrère d'en face a dit. Le fait de dire que le Rwanda n'est pas méchant, les États-Unis ne sont pas méchants, alors ça me ramène à douter de votre nationalité, en fait. Je pense que dire que le Rwanda n'est pas méchant, et ça ramène aussi à dire que vous n'êtes pas pour le Congolais, vous n'êtes pas pour la RDC, et vous êtes donc vous êtes contre nous. Donc il est suspect. Il est suspect, en fait. Et je crois que la nationalité sera un peu douteuse, en fait. Alors, j'ai voulu vraiment rater, j'ai voulu saisir l'occasion de me taire. Malheureusement, je m'étais dit que je dois vraiment parler. Alors, je dois louper cette occasion de me taire. Et vous avez dit, franchement, vous n'avez pas parlé en tant que Congolais. Vous avez parlé en tant qu'analyste. Vous avez analysé d'une manière généraliste, en fait. Deuxièmement, vous avez dit que vous avez donné de voies et moyens, vous avez donné de remèdes pour qu'on puisse être en mesure de ne plus subir cette attaque. Alors que lorsque vous dites, je reviens encore le fait de dire qu'ils ne sont pas méchants, ça revient à dire que nos compatriotes qui sont à l'Est, qui subissent cette agression, n'est pas vos compatriotes. Je ne sais pas comment, parce que ça peut se dire que nos compatriotes, nos mamans, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui sont massacrés là à l'Est, cette pratique ne vous importe en rien, en fait. Alors maintenant, j'entre dans le vif de mon commentaire, disant que les ressources naturelles, c'est un facteur du panorama belligérant. N'eût été cette richesse potentielle, n'eût été cette richesse du sous-sol, je ne crois pas que la RDC serait agressée, en fait. Alors, nous sommes sans ignorer, nous tous, que la RDC, elle regorge les gisements de minerais. Il y a du coltan, il y a du cobalt, surtout à l'est là. Et nous avons suivi religieusement et minutieusement le discours, le propos qu'a tenu l'autre là du Rwanda, des propos vraiment irresponsables et irréfléchis. À la fin, je vais devoir dire son nom, en fait. Et il dit que la RDC est en train de bénéficier de l'héritage rwandais. Je ne sais pas s'il a bien étudié l'histoire de l'Afrique, de la colonisation, du découpage de chaque territoire africain. On ne sait pas, en tout cas. Je me demande pourquoi les présidents de autres pays
limitrophes ne font pas cette tête que le président Paul Kagame fait. Je me demande, messieurs Sassou, le président Sassou Nguesso, pourquoi le président Sassou Nguesso ne réclame pas notre partie occidentale? C'est seulement là-bas à l'Est. C'est parce qu'il y a une richesse vraiment très considérable et très importante. Alors, la question sera retournée à messieurs l'honorable, parce que je me dis que aussi longtemps qu'il y aura toujours cette richesse, plus nous aurons la richesse, plus la guerre continuera. Je ne sais pas quels seront le remède, quelles seront les idées, quels seront les voies et moyens pour mettre un terme, parce que ça fait belle lurette que nous subissons cette attaque jusqu'à présent. D'ailleurs, je n'étais pas né, ça existait déjà jusqu'à présent, il y a toujours cette attaque. Donc c'est un peu ça, merci. Bon, je crois qu'il y a eu 3 interventions. Après, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, allez-y. Hein, je peux donner un avis, mais bon, peut-être qu'il faudrait vider la question, que tout le monde intervienne, et puis je vais donner mon avis pour synthétiser. Vous voulez dire quelque chose? Je voulais enfin parler. Je pense que tout d'abord, quand on doit analyser au fait les problèmes... Vous n'êtes pas présenté au fait. Ah, ok. Je suis Joël Mamba, voilà, et je suis étudiant en économie à l'UPEN. Alors, je voulais dire que quand on doit parler au fait du problème de la RDC, on doit mettre de côté les émotions. Mettre de côté les émotions, pourquoi? Parce que ces problèmes ne peuvent pas être résolus par des simples sentiments ou des simples émotions. Ici, c'est pour un peu, pas totalement pour soutenir ce que les frères avaient dit, mais j'aimerais dire que les Congolais ne doivent pas vouloir assez qu'on leur prenne toujours en pitié. Il faut qu'à un certain moment, qu'on arrête un peu tout ça, qu'on puisse considérer que nous sommes un pays souverain et pouvoir assumer cette souveraineté. Alors, entre les États, il n'y a pas d'amitié. Ce sont les intérêts. Et quand quelqu'un cherche ses intérêts, vous allez dire que non, voilà, il faut les traiter de méchants. C'est au fait ça. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Il faut qu'ils aillent chercher leurs intérêts. Mais quand c'est vous qui êtes dupe, vous êtes naïf, alors vous tombez dans le piège. Où est son problème? La RDC, scandale géologique. Finalement, elle en devient victime. Moi, je pense qu'il y a des obstacles. Les premiers, il est externe. Les premiers, c'est que notre malheur a commencé dès le moment où l'Afrique est entrée en contact avec l'Europe. Quand ils ont découvert combien est-ce que l'Afrique était riche, alors, ils se sont mis autour d'une table, un peu comme aujourd'hui, pour décider de notre sort. Alors, je n'irai pas aussi jusqu'à relever des faits historiques un peu lointains, mais ces gens ont cherché, ils cogitent jour et nuit, comment nous maintenir dans leur joug. Je parle des Occidentaux. Et aujourd'hui, les affaires de l'histoire du Rwanda n'est qu'un effet secondaire. Mais notre malheur vient des Occidentaux qui souffrent de la maladie de la suprématie. Ils pensent que les seuls pays qui doivent diriger le monde, ce sont eux. Malheureusement aussi, nous sommes en train d'assister à un changement d'ordre mondial maintenant. Alors, l'autre obstacle, il est interne. C'est que nous-mêmes, tellement que la colonisation a déjà déformé notre mentalité. Nous sommes devenus des personnes à une mentalité de mendiants. Regardez dans toutes nos interventions, que de plaire. Et quelquefois même les hommes d'État. Quelquefois ça peut passer comme si c'était de la diplomatie, mais on se rend compte que non. Il s'agit plutôt de pleurnicher. Et ça devait nous révolter.
Alors, la vraie question, c'est laquelle? Il y a les obstacles. Les Occidentaux cogitent jour et nuit sur comment est-ce qu'il faut nous maintenir dans cette situation pour piller nos richesses. Nous aussi, en tant que peuple, nous avons toujours cette mentalité de pauvreté et de mendicité en nous. Moi, je pense, depuis 1960, la classe politique, l'intelligentsia congolaise, c'est-à-dire l'élite congolaise, s'est montrée incapable de pouvoir relever les défis. La classe politique ne fait pas preuve d'assez d'engagement, ne fait pas preuve d'idéologie. Quelquefois, même quand les élections vont bientôt s'organiser dans notre pays, on va nous brandir encore des projets. Des projets, quelquefois, qui ne sont pas basés sur l'expérience. On va vous parler peut-être de 80 milliards de budget quand ils vont arriver au pouvoir. Mais arriver au pouvoir, on ne voit rien de tout cela. Alors, l'intelligentsia ou encore l'élite congolaise qui devait réfléchir sur le plan sociologique, réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons récupérer la jouissance de nos propres richesses. Nous avons des grands professeurs, qui, des fois qui sont même aussi dans le gouvernement, mais qui n'arrivent pas à s'organiser, mettre en place une structure qui va réfléchir sur comment est-ce que les Congolais peuvent bénéficier de leurs propres ressources. On en a déjà marre de la chanson de la RDC comme scandale géologique. C'est devenu une flatterie et nous n'en voulons plus. Et moi, je pense que nous, Congolais, étudiants, professeurs, enseignants, la responsabilité nous incombe. Et beaucoup plus encore, les acteurs politiques. Parce que ce sont eux qui ont cette capacité de pouvoir mener à exécution. Ils doivent puiser dans l'intelligence de l'homme congolais. Je ne dis pas que les Congolais sont suffisamment des idiots pour ne pas savoir non seulement multiplier leurs propres richesses, mais je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la classe politique et aussi dans l'élite congolaise. J'ai dit. D'accord. Je voulais juste avancer parce qu'au fait, nous avons la possibilité d'isoler des interventions et de les publier en tant que telles. Donc, quand vous prenez 4-5 minutes, c'est compliqué. Prenez des interventions concises. On peut vous mettre sur Twitter, on peut vous mettre sur des forums. Ça demande 2 minutes. 2 minutes 20, c'est le maximum. Donc, lorsque vous avez une théorie à démontrer, essayez d'être le plus concis possible. Comme ça nous permet de gagner le temps parce que nous n'avons qu'une heure. Et il y en a qui n'ont pas encore parlé. Oui, madame. Ok, d'accord, merci. Moi, c'est Denise Moupoyi. Avant de donner mon avis, je tiens à bord à... Denise Moupoyi, de quelle université? Promotion? Je suis licenciée en psychologie sociale et des organisations. D'accord. J'ai fini cette année à l'UNIKIN. À l'UNIKIN? Oui. Ok. Merci. Au fait, avant de donner mon avis, je tiens d'abord à pas contredire, mais à éclaircir un peu avec le monsieur qui vient de dire, tant que nous aurons la richesse, on sera toujours combattu. Parce que je ne comprends pas il voulait dire quoi en fait par là? Parce que lorsque Dieu donne quelque chose, il nous donne pour le sécuriser et non pour l'exposer, pour que les gens viennent et partir et puis créer la guerre. Donc, c'est que j'avais dire que c'est à nous de protéger nos richesses, c'est à nous de protéger ce que nous avons comme bénédiction de Dieu pour que le voleur ne le dérobe pas. Ok. Parlons maintenant de l'Est du pays par rapport au Rwanda. Moi, je dirais que c'est une scénette. Pour moi, c'est une scénette dirigée par des Occidentaux qui sont derrière ça, qui veulent au fait garder un peu le colonialisme. Donc, être toujours là, bien qu'ils sont hors du pays, mais avoir des personnes qui seront là pour jouer comme Africains, mais eux qui sont derrière. C'est que nous, jeunes Congolais, nous devons faire, parce que nous ne devons pas seulement accuser les autorités du pays. Parce que dans d'autres pays, ce sont des habitants, ce sont la population qui se révolte et les gouvernements prennent la conscience pour suivre ce que la population demande. Moi, ce que je vais proposer, ce que je veux dire,
et que la population congolaise, ce n'est pas seulement qu'à l'est du pays. Il y a Lubumbashi, il y a Kisangani, il y a Équateur, il y a Matadi, il y a Bandundu, il y a nous ici à Kinshasa. On doit être unis, forts, on doit se révolter. Parce que si on compte toujours sur le gouvernement du pays, on dira qu'il y a des chansons en fait. On chante est du pays, mais sur le terrain, on ne parle pas rien. Sur le terrain, il n'y a pas de changement. Ce que moi, je veux demander, c'est nous, la population congolaise. Nos richesses, c'est à nous. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Dieu a voulu que nous soyons riches, pas que seulement concernant les ressources minières ou bien, mais financièrement aussi, intellectuellement, que nous soyons riches. C'est que je vais demander que nous, les jeunes, nous, la population congolaise, qu'on se lève d'une manière ou d'une autre pour révolter. Et si le gouvernement va nous suivre, après, va voir que si le gouvernement va voir que oui, il y a la population ils seront même honteux, ils seront un peu confus pour dire comment est-ce que nous on fait que chanter, mais eux font la pratique. Donc c'est un peu ça par rapport à ma contribution. Ok, merci pour la parole. Je réponds au nom des Hermites Vata, je suis étudiant en économie. De quelle université? À l'UPEN. Bon, si je dois d'abord intervenir par rapport à l'idée de mon frère, déjà, la RDC, son problème, c'est pas qu'ici, il y a des gens qui ont pris des décisions par rapport à notre pays. Ils ont regardé par rapport à nos pays voisins qui peut faire ces rôles-là ou qui peut jouer ces rôles-là pour venir piller notre pays. Et leur pion, c'est quoi? C'est le Rwanda. Il y a une personne qui a dit, qui a chanté, les pires, ce n'est pas la méchanceté des hommes, ce n'est pas la méchanceté des Rwandais, mais le silence des gens qui sont derrière le Rwanda, des Occidentaux, ils sont là en train de voir. Ils sont là en train de voir. Et par rapport à notre cas, moi, si je dois donner mon idée, on doit d'abord cesser de jouer les rôles des gens qui sont malheureux, comme l'a dit mon frère. Parce que ce n'est pas la richesse qui crée l'homme. La RDC, son problème. Nous avons des richesses, mais nous n'avons pas d'hommes ici, en RDC. Donc vous êtes une femme? Non. Quand je parle d'hommes, par rapport aux personnes qui peuvent s'élever et agir, je parle dans ces cas ici. Maintenant, là, comme on est là, en RDC, nous avons des richesses. Nous avons des richesses, bien sûr. Mais nous n'avons pas d'hommes pour transformer la main-d'œuvre, les ressources humaines. Si on doit remonter les temps, nous avons l'histoire de Babylone qui était la ville la plus riche au monde. Babylone n'avait pas de ressources naturelles. Babylone n'avait pas de fleuve. C'était une ville dans un désert. Mais Babylone était la ville la plus riche au monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes, il y avait des intellectuels, il y avait des gens qui savaient comment créer des richesses. Parce que c'est l'homme qui crée la richesse et ce n'est pas la richesse qui crée l'homme. Normalement, on devait former les Congolais. Notre système éducatif devait se baser sur ce qu'on a ici en RDC. On a quoi? Les ressources naturelles. On a des fleuves, on a quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'on nous enseigne à l'école? C'est ça aussi les problèmes. Parce que si on savait déjà comment transformer ce qu'on avait, on allait fabriquer des armes. Pas faire ça. Si on savait déjà ce qu'on avait, si on avait étudié nos ressources naturelles, on pouvait normalement transformer, chercher à développer notre économie, mais on est là en train de se plaindre, aller faire des réclamations chez des gens qui nous attaquent, aller parler avec les Rwandais, jouer avec la diplomatie. Ça fait beaucoup des années qu'on est en train de parler, de négocier. Mais il n'y a rien, il n'y a toujours rien. Il est maintenant temps d'agir. D'agir avec quoi? Avec ce qu'on a. Normalement, on doit étudier la RDC. Nous,
Congolais, on doit étudier notre pays, comprendre notre pays et puis savoir comment protéger l'intégrité de ces pays-là. C'est ça. Normalement, la base, c'est la jeunesse. La base, c'est la jeunesse. Dans nos universités, on doit nous apprendre à être Congolais. Parce que même si vous allez en Rwanda, moi j'ai des frères. Moi j'ai des frères qui sont là. Ça, on ne doute pas. Hein, Pardon, hein? Faut révéler. Non. Vas-y. Non. Moi j'ai des frères qui sont allés au Rwanda et qui m'ont dit, j'ai pas dit que je suis rwandais, moi je suis du Bas-Congo. Okay. Bon, il y en a au Bas-Congo aussi. Hein. Moi je suis du Bas-Congo. Non, allez-y, c'est pour rire. Essayez d'être concis parce qu'on a consommé 3/4 du temps. J'ai eu des frères qui sont allés au Rwanda. Un Rwandais, si tu lui poses des questions sur son pays, il ne va jamais te répondre si tu es étranger. Mais venons chez un Congolais, donne-lui ses maths, des bouteilles de bière. Il va te parler de tout sauf rien. Déjà, nous, Congolais, nous devons d'abord avoir cette mentalité-là d'aimer notre pays, de la protéger. Tout Congolais, ça doit commencer dans nos maisons, dans nos églises. Tout le monde a un rôle à jouer parce qu'on n'a qu'un seul pays, c'est la RDC. Okay. On n'a qu'un seul pays. Oui. Bonjour, c'est Bastien Kayembe. Je vais essayer de choquer tout le monde qui a parlé ici. C'est ça le but. Oui, parce que je suis très étonné. On pose la question, la RDC victime de ses ressources, et ils sont là en train de sortir Rwanda, les États-Unis, c'est qu'il faut. Le problème de la RDC, c'est l'homme politique congolais et les autorités congolaises. Parce que toutes ces personnes qui viennent pour voler, ils sont en coalition avec nos autorités. Ces autorités que nous voyons aujourd'hui, pendant que nous sommes assis sur cette table, les autres en train d'écrire avec leurs papiers sur comment, voilà, nos opinions qui ne seront pas prises en compte. Et ils se préparent pour aller lancer l'Union sacrée. Et l'Union sacrée qui ne sera pas lancée gratuitement. Il y a des jeunes qui vont venir, à qui on va remettre 5 000 francs, 10 000 francs, et tout ce qui va avec. Et puis, les ministres des Finances qui disent, on n'a pas l'argent pour payer les fonctionnaires. Après, ici, nous, on se met, on commence à parler quoi? Voilà, la RDC est victime de ses ressources. Ce qui est faux. Les députés qui viennent de l'Est, un député nouvellement élu, millionnaire. Tu m'expliques? Où est-ce que tu as eu l'argent? Allez dans la loi des finances. Aujourd'hui, la RDC a même un problème de banque. On n'a pas de banque congolais, oui ou non? La loi des finances dit quoi? 50 millions, vous créez une banque. Et cette banque va permettre à ce que les jeunes viennent avec des projets. Il y a des entreprises que les jeunes peuvent lancer à 10 000 $. Mais pendant que nous savons très bien dans ces pays, il y a des gens qui ont détourné 6 banques. Quelqu'un qui détourne 300 millions, 500 millions, il ne s'inquiète pas. Les contrats chinois, quand on entre en profondeur, on se rend compte que c'est la coalition des hommes congolais. Qui? Par nous, les petits peuples qui subissons. Les autorités. Pourquoi vous commencez à réfléchir avec des papiers ici? Vous prenez, vous écrivez, oui. On va écrire jusqu'à quand? Il n'y a pas de papier ici. Aujourd'hui, on a un problème. On a des hommes qui ne sont pas justifiables devant la loi. Et nous, juristes, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que la cour de cassation se déclare incompétente, la cour constitutionnelle se déclare incompétente. Donc, aujourd'hui, Mata Tamponyo ne peut être jugé dans ces pays. Non, le dossier a renvoyé à la cour constitutionnelle. Mais la cour constitutionnelle a déjà siégé en cette matière jusqu'à ce qu'on a renvoyé les juges qui étaient là. Non, maintenant, il va être jugé. D'une manière frauduleuse. Donc, c'est-à-dire, ça va créer un débat. Parce que la Cour constitutionnelle avait déjà tranché cette question. Elle a dit, je ne peux pas juger. Et quand nous recourons directement à la Constitution, elle dit, on juge un Premier ministre en fonction. Et nous, ici, on se met pour réfléchir, c'est le Rwanda. Le Rwanda, comment il entre déjà en RDC? Il entre par nos frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a des questions qui sont sur la toile. Voilà, congolité. Mais vous-même, les autorités, vous appelez 9 régions qui doivent venir chez nous, qui vont sortir avec nos mamas de l'Est, qui vont mettre au monde. Et puis, vous, l'homme politique qui se met là-bas, non, Demi Daka. Mais bien, on monde beaucoup de Sibango, et puis vous voulez nous dire quoi? Nous sommes dans quel pays? Nous sommes quel genre de peuple? Nous, on doit se mettre ici à réfléchir et se mettre là-bas. Une chose simple. Pendant qu'ils réunissaient voilà, leur charte de l'Union sacrée,
Ils se sont réunis dans une chambre où ils s'étaient frais, avec toute fraîcheur. Comme ici. Mais voilà, quand il faut lancer ça officiellement, c'est qui intéresse le peuple pour montrer à l'opposition qu'ils sont forts. Allez, venez au stade de Martyr où il fera chaud. C'est dit n'importe quoi avec nos autorités. On ne peut pas se mettre ici et commencer à réfléchir honorable. On doit attaquer ces gouvernements. Ces abrutis des personnes qui sont là-bas, qui ont crié pendant plus de années. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Non, voilà, on va changer les choses. Je sais que l'honorable, quand il va conclure, il va essayer de nous expliquer aussi d'une manière scientifique. Pas plus loin, l'honorable était à l'opposition. Combien vous avez parlé? Je m'en souviens. Avant qu'on puisse vous enfermer, vous filmez parmi les personnes qui ont déclaré que non, les gens de l'FCC doivent partir. Mais aujourd'hui, je suis étonné, l'honorable va nous dire scientifiquement et tout ce qui va avec, mais l'honorable, vous savez très bien, le problème de la RDC, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'homme congolais politique. D'accord. Merci, je voulais quand même contredire. Vous avez déjà parlé deux fois. Un argument de contradiction. S'il vous plaît. Vous avez parlé deux fois. À la limite, il faut qu'une personne qui n'est pas encore intervenue intervienne. C'est plus facile. Vous allez réagir. De toute façon, vous avez une émission qui peut être faite sur 2 ou 3 épisodes. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Daniela Chabani, étudiante en politique internationale à l'UPEN. J'appuie d'abord l'avis de mon confrère qui est devant moi, parce que je soutiens vraiment son avis, parce que Pascal Boniface a dit que la guerre est le seul moyen pour régler ses comptes et parvenir à ses fins. Alors, le seul moyen que nous avons pour mettre fin à tout ce qui se passe à l'est de notre pays là-bas, à l'est de la partie plutôt de notre pays, c'est de pouvoir mettre en place d'abord des stratèges, combattre les ennemis que nous connaissons très bien, ce qui est le Rwanda. Et aussi, il faut savoir aussi qui se cache derrière le Rwanda, nous le savons très bien. Ce sont les États-Unis. Et non seulement ça, j'aimerais aussi revenir un peu en arrière pour dire, est-ce que seulement les ressources naturelles qui font en sorte que nous soyons victimes de ces agressions là-bas à l'est du pays? Je ne pense pas, parce qu'il y a aussi l'histoire de Mobutu. Qu'est-ce qu'il a eu à faire pendant qu'il était le pion numéro 1 des États-Unis pour contrôler l'Afrique? C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Je suis Mbouka Katika. En fait, moi, d'abord, je vais essayer de dire à mon ami de rectifier le fait de dire qu'il va choquer tout le monde. Donc, il n'a pas choqué tout le monde. Ce qu'il a dit, c'est presque la même chose qu'il a dit, mais il a dit ça dans un sens un peu contraire. Deuxième des choses, lorsque mon ami parlait de la politique ou de la géopolitique d'expansion ici de Frédéric Radzel et Karl Rochefort, en fait, cette politique était réservée à la République allemande, justement pour conquérir les espaces nourriciers des États issus de l'Europe, surtout de l'Est. Mais ici, je vais m'inscrire dans la logique non seulement géopolitique, mais de la puissance de l'État. J'ai essayé un peu de développer la théorie ou la doctrine du vainqueurisme, c'est-à-dire la guerre de l'Est qui est considérée comme un fléau où il y a un fantôme caché qui se cache derrière, mais en poussant le Rwanda comme un bouclier. Donc une guerre à symétrie, ou on appelle une guerre par procuration. Lorsque vous refusez que les États-Unis, l'Occident, est la cause principale de nos malheurs, il faut se dire qu'on n'est pas congolais, donc on ne connaît pas l'histoire de notre pays. Vous savez, l'homme, moi je dis toujours que l'homme est au centre de tout. Mais la gestion politique de notre pays, soit-elle mauvaise ou pas, il faut d'abord différencier la politique internationale et la politique interne. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un gouvernement monopolaire, malgré que nous sommes dans un nouvel ordre mondial, dont il y a le multilatéralisme qui s'impose. Mais les États-Unis contrôlent jusqu'aujourd'hui le monde en installant le base partout. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu vois la prolifération de sociétés multinationales. Ce sont des sociétés qui ont beaucoup d'argent, qui instrumentalisent les États. Ils contrôlent même le chef des États, les chefs des différents gouvernements des États. Lorsque je parlais de la logique de puissance, j'entre dans la logique géopolitique. On ne peut pas commencer à se lamenter ou à pleurnicher
dire que la RDC est victime de ses ressources, tout ça. Rappelez-vous qu'après le minerai, après des cobalt, tout ça, on parlera de guerre maritime. La RDC sera encore victime, allais-je dire, de ses ressources maritimes, si je peux utiliser ces concepts-là. Hydraulique, merci beaucoup. Hydraulique. Pourquoi? Parce que le monde évolue. Et la RDC, c'est comme une petite fille dans le quartier, une très jolie fille, où tous les petits hommes là, les petits garçons, allais-je dire, veulent convoiter. Je prends la RDC comme un État puissant. Puissance, c'est par rapport à ses ressources, dont la RDC n'arrive pas maintenant à transformer la puissance qu'elle incarne comme de ressources naturelles. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est créer un centre d'élaboration stratégique. Un centre d'élaboration stratégique, on va commencer à créer le département, par exemple, la chambre d'espionnage. Parce que le Rwanda utilise... Oui, le Rwanda utilise... C'est la politique d'Hirondelle. Utilise sa population pour espionner les États frontaliers. Frédéric Radel a dit, il faut enlever ou abolir la conception de l'intangibilité des frontières. Les États sont à la quête de puissance. Lorsque vous voulez vivre éternellement un État puissant, comme les États-Unis, je ne dis pas, ils vivront éternellement, non. Parce qu'il y a la puissance montante, la Chine, qui se considère comme un État émergent. Mais moi, je dis que c'est déjà un État puissant de par l'indice de développement humain, IDH. Parce qu'aujourd'hui, ça a développé. La RDC doit s'envoûter, comme dit Alpha. S'envoûter, démasquer un peu ces fantômes cachés. Ces fantômes cachés, la population congolaise la connaissent très bien. C'est les États-Unis, la France, tous ces États vigoureux qui cherchent à accaparer un espace vital de la RDC dont ils ne vont pas envoyer leurs ressortissants, mais ils vont commencer à utiliser vos États limitrophes pour essayer d'attirer, comment dirais-je, leurs ressources naturelles pour essayer un peu d'accroître leur puissance régionale ou mondiale. J'ai une seule question. J'ai essayé de développer la théorie du vainqueurisme, c'est-à-dire nous entrons dans une confrontation de puissance où les États-Unis ne resteront pas le seule puissance qui va commencer à gouverner le monde, dont on parle d'un gouvernement monopolaire. Nous sommes dans le multilatéralisme, qu'a parlé d'ailleurs Pascal Boniface avec la géopolitique de Covid-19. Et la RDC doit se considérer aussi comme puissance, parce que tous ces États-là viendront, une fois de plus, chercher la RDC pour ses ressources. Et la RDC doit se mettre comme un État neutre, comme la Chine a toujours été, un État hypocrite. Comme la Chine a toujours été, vous verrez que dans toutes les décisions du monde, la Chine se retire. La RDC doit aussi utiliser la même politique. Les États-Unis, la Chine, nous ne sommes pas là, nous sommes au milieu, venez, on va coopérer de manière gagnant-gagnant. Nous aussi, nous sommes un État dont on aspire aussi à la puissance. C'est ça la théorie que j'évoque de vainqueurisme. La RDC doit se montrer, allais-je dire, vainqueur dans cette confrontation étatique, d'où se mettre au milieu en confrontant tous les deux États qui se montrent déjà puissants. Parce que la Russie, il faut se dire, la Russie, c'est juste un État qui cherche à embrayer, à merlificoter un peu le monde, mais c'est la Chine et les États-Unis. Alors la RDC doit se mettre aussi dans le rang de puissance en termes de ressources naturelles, parce que ces deux États viendront négocier avec la RDC. Enfin, la RDC va maintenant imposer. Maintenant, là, il faut avoir des dirigeants capables de prendre des décisions. Mais lorsque vous avez des dirigeants qui n'arrivent même pas à prendre des décisions pour leur propre vie, alors pour la population congolaise, c'est utopique, c'est grave. D'accord. Votre réaction? Vous aviez une réaction, oui? En fait, merci beaucoup pour me redonner encore la parole. J'aimerais un peu contredire mon frère patient qui est devant moi, parce qu'il nous dit que non, le problème ne vient pas de l'extérieur. Mais non, mon frère, vous vous trompez. Devant la nation congolaise, j'ai fait maintenant appel à tous les Congolais d'aller même sur l'Internet, dans des bibliothèques, que ce soit au Congo, en Afrique, à l'Europe, en Amérique. Vous partez lire ce qu'on appelle la charte d'impérialisme. C'est dans cette charte-là qu'on a décidé même le sort de l'Afrique. Allez lire ça, vous allez trouver le contenu. J'ai des contenus que je ne saurais pas vous donner à cause des timings. Dans la charte d'impérialisme, les impérialistes du monde ont décidé
d'insérer le sort de la RDC dans ces chartes-là. Et pour aller plus loin aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la mondialisation. Vous savez, c'est que la mondialisation nous demande aujourd'hui, c'est la participation, c'est l'internationalisation. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour participer aujourd'hui à la mondialisation? Aujourd'hui, nous allons voir avec la théorie de l'envoûtement. Dans cette théorie de l'envoûtement, il y a ça qu'on appelle aussi la diabolisation. La diabolisation nous demande quoi? Aujourd'hui, la RDC a des ressources naturelles. Mais il faut faire tout pour diaboliser l'opinion congolaise, que non, c'est le Rwanda qui nous agresse, pour que ces Occidentaux-là profitent de nous exploiter. J'ai raison ce qu'a dit mon frère aujourd'hui. Les sociétés multinationales nous exploitent à travers le Rwanda. Mais ce n'est pas le Rwanda qui nous exploite aujourd'hui, non. Ce sont les sociétés multinationales qui nous exploitent aujourd'hui. Ce n'est pas le Rwanda qui nous exploite. Ce n'est pas le Rwanda qui nous agresse, non. Ce n'est pas la responsabilité de nos élites congolaises, non. Ils sont aussi victimes de la charte de l'impérialisme, nos politiciens, nos dirigeants. Ils sont victimes, comme nous autres là. Comme la population congolaise aujourd'hui. Avec moi aujourd'hui, vous allez observer que non, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la voiture électrique. Qui est une voiture électrique veut dire que non, il y aura plus l'exploitation des ressources pétrolières. Il n'y aura plus. On va exploiter maintenant quoi aujourd'hui? Des cobalt, des lithium, pour faire fonctionner la voiture électrique. Et vous savez où se trouve aujourd'hui la grande réserve de lithium au monde? Au Congo. Et est-ce que nous aujourd'hui, nous pensons et nous réfléchissons sur cela? Non. On devait déjà réfléchir. Parce que tous ces gens-là, ils ont déjà pensé. Comment faire pour venir exploiter ça? Ils ont déjà pensé à tout ça. Ils vont créer des guerres, ils vont exploiter nos politiciens, ils vont financer l'opposition pour amener des politiques de diabolisation, pour nous amener dans des distractions politiciennes. Ils vont nous amener dans tout ça. Aujourd'hui, nous parlons des systèmes. Il y a ce qu'on appelle les systèmes mondiaux aujourd'hui, qui gouvernent le monde. Les systèmes mondiaux et les non-mondes. La RDC se trouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle les États périphériques. Les États périphériques. Donc, ce que la RDC doit faire aujourd'hui, c'est créer des stratagèmes et mettre des stratèges, créer par exemple des centres d'élaboration stratégique. Pensons comment devenir puissant. Parce qu'aujourd'hui, avec la théorie de l'hégémonie étatique, un État ne peut pas rester faible éternellement, non. Si vous voulez rester faible, comme dit Karl Schoffer, un État qui ne peut pas assurer sa survie est appelé à disparaître. Si vous voulez rester faible, disparaissez. Parce qu'un État naît, grandit et disparaît. Si vous voulez que nous restions faibles, disparaissez. Comme vous savez que non, ce sont nos autorités qui sont là-bas et tout ça, non, disparaissez. Parce que ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux. Eux aussi, ils sont victimes. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, avec le système monde, si les FMI nous prêtent l'argent, l'honorable, et si je le prends en témoin, c'est FMI qui nous dicte même comment nous allons utiliser cet argent-là. C'est eux qui nous dictent l'utilisation de cet argent-là. C'est eux qui nous donnent des lignes de manœuvre. C'est eux aujourd'hui qui nous disent aujourd'hui, qui mettent comme conseillers, qui mettent comme experts. C'est eux qui nous disent à faire ça. Et pensez-vous qu'avec ces systèmes-là, ça va nous développer? Mais non. Aujourd'hui, avec notre économie, nous produisons quoi? Rien du tout. Comment nous allons assimiler aujourd'hui notre économie? Parce que nous ne produisons rien du tout. Pourquoi nous ne produisons rien du tout? Mais c'est un système monde. Et que nous devons mettre des stratagèmes pour quitter de ce système monde, pour se développer. Nous devons mettre des stratagèmes pour quitter. Vous avez une réaction? Parce qu'on va terminer l'émission. Alors, peut-être je ne me suis pas fait cerner par rapport à me dire, et puis je comprends que mon frère s'embrouille lui-même par ses dires. Parce que j'ai clairement dit, je ne nie pas le fait que les États-Unis est derrière, ou soit les autres États ne sont pas là pour embobiner et venir nous voler. Je n'ai pas nié ces faits. Les nier, ça sera bête de ma part. Je sais très bien que le Rwanda crée une guerre à la RDC, dont il est soutenu par les États-Unis. Ça, c'est connu de tous. Ça, on le sait, père. Systématiquement, ceux qui m'ont dans un sida, ayebi, c'est quoi, ayebi nini akoki kosala pour entretenir nous autres, il faut amener la rakisi. Et c'est là que moi je suis, et c'est pour ça que j'ai dit, le problème, c'est l'autorité congolaise.
Pendant que vous dites notre économie est faible, que fait le gouvernement? Et ils se mettent là à lancer l'union sacrée. Pendant que toi tu dis stratégiquement, qu'est-ce qu'on peut faire ou comment on peut faire? L'homme politique congolais pense d'abord aux élections. Pendant qu'on doit réfléchir à mettre des stratégies, à créer toutes ces chambres-là, et ils réfléchissent à comment tripler les mandats. C'est ainsi que je dis, nous avons un problème de leadership congolais. Parce que l'homme politique congolais pense d'abord à ses poches. 5 minutes pour terminer. Et en pensant à ses poches, que voulez-vous que les États-Unis fassent? Vous avez parlé ici de la bière. Ok. Non, il reste 5 minutes, c'est moi qui les prends. Alors, Emmanuel Macron vient, il prend la bière Castel, et les gens crient. Et pourtant, à Messana, il a déjà Castel qu'on a. Frère, le problème, ce n'est pas nos ressources. Le problème, c'est l'homme politique congolais. C'est-à-dire quoi? Tu sais que du président de la République, il y a les étudiants ressortissants de l'INIKI qui ont fait les hydrocarbures et autres. Il prend son messier, il le met qui ne connaît rien des hydrocarbures, qui ne connaît rien de la RDC, qui dit clairement que je suis venu au ministère, je ne savais rien, j'ai appris pendant 2 semaines, et puis j'ai pris le ministère. C'est ça le problème. Oh. Bon, je crois qu'on va continuer cette émission. C'est un échange qui est intéressant. Comme la précédente, on pourrait la faire en 2 fois, peut-être même en 3 fois. J'ai beaucoup rigolé parce qu'il y a beaucoup de passion. Mais j'aimerais quand même vous inviter tous à la froideur. Je crois que dans la plupart de mes propos, je fais allusion au fait que nous n'avons plus de penseurs. Et qu'aujourd'hui, lorsque dans votre propre famille, votre sœur veut épouser un philosophe, vous serez le premier à vous opposer. Vous savez, les Libanais disent, dans leur pays, vaut mieux poser la question ce que tu as au lieu de ce que tu es. C'est-à-dire, on respecte ceux qui ont, pas ceux qui sont. Ça veut dire que chez les Libanais, quand tu as de l'argent, tu es patron. Tu embauches qui tu veux. Quand tu n'as pas d'argent, tes diplômes et tout ce que tu veux, on ne s'intéresse pas. Ceci pour vous dire que nous sommes un pays accidentel, un accident géologique aussi, parce que nous avons presque tout. Et que c'est en même temps une faiblesse, mais c'est en même temps une force. Vous savez, lorsque vous prenez l'histoire de la Chine et des autres petits États qui ont tous subi l'hégémonie occidentale, hein, vous prenez le Japon, Hiroshima, Nagasaki, vous prenez la Chine, vous remarquerez qu'à un moment donné, ces pays se sont arrêtés et froidement ont mis en branle un système d'intelligentsia poussé. La Chine, en toute humiliation, a accepté que les entreprises américaines viennent faire de l'argent aux États-Unis, en Chine, qu'elles imposent le salaire qu'elles veulent payer aux Chinois, qu'elles imposent la quantité d'heures de travail qu'elles pouvaient imposer aux Chinois. Vous savez que les entreprises chinoises, il y a quelques années, travaillaient 24 heures sur 24 pour les Américains. Vous prenez une entreprise comme IBM, parce que les coûts de production aux États-Unis étaient élevés, IBM est allé en Chine. IBM est tombé en faillite, c'est Lenovo qui a repris. Et Lenovo est devenu la première marque mondiale alors que Lenovo est chinois. Les Chinois ont pris à peu près 30 ans de sacrifice. 30 ans sans se poser la question de l'hégémonie des Américains, le fait que les Américains dictaient tout et tout ça. 30 ans de préparation. Le Rwanda dont vous parlez a pris aussi beaucoup d'années de préparation. Le problème, c'est que nous voulons l'immédiateté et nous sommes dans l'émotion. Nous ne serons jamais exempts des convoitises de nos voisins et de la communauté internationale. Ce qu'il faut poser, c'est le principe de l'intelligentsia qui va produire une organisation. Cette organisation devra tenir compte de nos faiblesses, de nos forces, mais du facteur temps, c'est-à-dire de combien de temps avons-nous besoin pour atteindre un objectif précis, qui est l'objectif de la puissance. Les gens pensent que nous sommes dans des automatismes. Il suffit de faire une déclaration ici, de dire, comme il aime bien le dire, le problème c'est l'homme politique congolais. Mais l'homme politique congolais d'aujourd'hui, c'est celui d'hier. C'est celui qui a été produit hier, après le 24 avril 1990. C'est celui que nous connaissions depuis 1960 avec le Lumumba. Ce sera toujours le même homme politique. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans l'opposition,
Qu'est-ce qui n'est pas facile que de dire que le pays est mal géré? Quoique c'est une réalité que nous vivons. Vous savez, je vous ai dit la fois passée que vous ne trouverez aucune société congolaise avec un capital ne serait-ce que d'1 million, des Congolais qui ne sont pas de la même famille, qui se mettent ensemble pour créer la richesse. Déjà, nous-mêmes, nous ne voulons plus créer la richesse pour notre pays. Lorsque nous amassons de l'argent, légalement ou illégalement, c'est pour nous-mêmes, parce que nous sommes devenus et nous sommes de plus en plus égoïstes. Et quand je dis que c'est pour nous-mêmes, même si on nous présente une affaire qui peut nous doubler notre argent, alors nous préférons commercer. Ça veut dire acheter une marchandise, la revendre et faire du bénéfice, mais pas faire profiter de la richesse par le travail, par l'investissement. C'est-à-dire prendre cet argent, s'associer avec 3-4 personnes et se dire que sur le long terme, cette richesse pourra doubler. Dans 10 ans, je serai 2 fois plus riche. On est dans l'immédiateté. Et comme les projets prennent le temps, si vous investissez 1 million, vous n'aurez pas 1 million après 1 an de bénéfice. Quand c'est dans l'industrie, quand c'est dans l'entrepreneuriat, ça peut vous prendre du temps. Vous remarquerez que les Congolais préfèrent commercer parce que nous sommes dans l'immédiateté. Les problèmes que nous avons, ce ne sont pas des problèmes qu'on peut résoudre en 1 jour, en 2 jours. Mais c'est des choses sur lesquelles nous devons nous mettre d'accord. Et le Rwanda, j'aime bien quand on parle du Rwanda, premier exportateur de coltan. Vous savez que le Rwanda, jusqu'aujourd'hui, figure dans la liste des pays les plus pauvres au monde. Cela veut dire qu'en réalité, ces richesses transitent par le Rwanda. Ils n'en bénéficient pas. Sinon, ils auraient des usines de transformation. Sinon, je ne sais pas, Apple allait installer une usine au Rwanda pour faire carrément travailler les Rwandais, pour qu'ils bénéficient de la technologie qu'on fabrique les iPhones au Rwanda. Pourquoi on a tué Kadhafi? Il a suffi qu'il commence à mobiliser les gens pour créer une monnaie unique africaine qu'il a été tué. Ça veut dire que quelque part, lorsque nous serons froids, nous serons peut-être en mesure, dans un futur, lorsque nous aurons ces possibilités, de discuter avec les Rwandais froidement. Parce que quand nous sommes en Europe, en Belgique, en France, bon, à part que certains Rwandais ont une morphologie atypique, mais les Blancs, ils s'en foutent. Quand ils vous regardent, ils disent ce sont des Noirs. Nous sommes liés par la couleur de la peau. Et partout au monde, on nous appelle des Noirs, Rwandais, Ougandais et tout ça. Donc, nous devons être en mesure de parler. Parce que comme je vous le dis, vous prenez le Rwanda, vous prenez l'Ouganda et tous nos voisins, il n'y a aucun pays riche. Alors je dis bien, même si le Rwanda est devenu premier exportateur de coltan, je vous dis qu'il y a plein de coins au Rwanda. Et d'ailleurs, actuellement, les Rwandais sont en train de souffrir. Les Rwandais ont des problèmes d'eau. Sortez de Kigali et vous allez voir la vie des Rwandais. Les Rwandais sont extrêmement pauvres. Ça veut dire que même ces richesses du Congo là, ne leur profitent pas vraiment comme elles devraient leur profiter. Il faudrait que nous soyons en mesure en Afrique d'imposer à Apple, comme ont fait les Chinois, de venir et de fabriquer leurs téléphones chez nous. Parce qu'en ce moment-là, même lorsqu'ils vont partir, on aura la technologie. C'est ce qui s'est passé avec les Chinois. Pourquoi les Chinois sont devenus la première puissance économique mondiale? Parce qu'elles ont d'abord récupéré toute la technologie de ceux qui venaient fabriquer chez eux. Les Chinois ont appris à tout faire. Et à un moment donné, ils se sont décidés à faire la même chose en moins bien, peut-être en mieux, mais peut-être à des prix accessibles. Pourquoi? Parce que le coût du travail occidental est tellement élevé, c'est-à-dire la vie de luxe qu'on a fait et certains droits qu'on a garantis aux Européens, qu'on a garantis aux Américains, coûtent tellement cher que leurs entreprises n'arrivent pas à supporter ces coûts-là et qu'elles préfèrent aller produire ailleurs. Vous prenez des groupes comme Range Rover, Mercedes et tout ça, prenez toutes leurs pièces de rechange, vous savez où elles les fabriquent? C'est plus fabriqué en Allemagne, c'est fabriqué en Tchécoslovaquie, c'est fabriqué en Slovénie, parce que là-bas, le coût du travail est moins cher. Et c'est ça la logique entrepreneuriale. Donc, il faut comprendre que l'être humain, lorsqu'il est en quête de puissance et de richesse, il ne met pas de sentiments, il ne crie pas, il ne se victimise pas, il cherche les opportunités. Et notre problème, c'est l'organisation. C'est-à-dire, en partant d'une analyse froide de la situation, avec des hommes aguerris, des personnes intelligentes et des hommes qui ont de l'ambition, de se dire, bon, quelle est la solution la moins coûteuse en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de vie humaine, qui peut nous permettre de créer de la richesse? Est-ce la guerre? Est-ce parler avec nos voisins? Est-ce parce que la guerre, in fine, ça profite à qui? Personne ne fabrique des armes. Personne ne fabrique des missiles en Afrique. Personne n'a jamais fabriqué un anti-missile. Vous appelez la Russie, elle ne va pas vous faire des dons. Vous prenez les armes américaines, ce ne seront pas des dons. Ce sera une partie de vos richesses que vous allez hypothéquer pour vous entretuer, n'est-ce pas? Parce que vous devez acheter ces choses-là pour vous battre. Mais si vous parlez, je vous donne un exemple, vous parlez vraiment avec les Rwandais aujourd'hui, vous parlez avec les Ougandais, vous dites, bon, tout ce qu'est-ce que nous pouvons faire pour nos populations?
qu'est-ce que nous devons faire pour l'Afrique? Sans se tuer. Pour qu'un Rwandais vive bien, un Congolais vive bien. Qu'on ne se tue pas. Quel problème on peut régler? Comment est-ce que nous pouvons nous entraider? Malheureusement, les dirigeants que nous avons actuellement, notamment Kagame, n'ont pas cette capacité-là. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous prenez la Libye a du mal à se reconstruire. C'était l'un des rares pays au monde où il n'y avait pas de locataires, où l'électricité était gratuite. Kadhafi, c'était l'un des meilleurs dictateurs au monde. Les Libyens ne se plaignaient jamais. Et le simple fait qu'il ait pensé à un moment que nous devons mutualiser les efforts africains, essayer de construire une Afrique forte, de développer un marché intérieur, c'est en ce moment-là qu'on a décidé de le tuer, pour rien. Regardez le franc CFA. Qui décide de la valeur du franc CFA? Ce sont les Français. Les réserves du franc CFA sont logées dans la Banque de France. Lorsque les Français sont en difficulté, ils décident de dévaluer le franc CFA. Cela veut dire qu'en dévaluant le franc CFA, ils vous obligent à vendre à un prix qui est inférieur au marché. Parce que quand ils décident de la dévaluation du franc CFA, les gens qui ont par exemple de l'euro, ils vont acheter pour le double. Vous savez, vous connaissez ce phénomène. Vous avez une parité, vous dites, bon, 10 euros égale 50 francs CFA. Les Français se décident en matière de dévaluer le franc CFA pour booster, entre guillemets, l'économie. Ils décident que 10 euros, ça devient 2000 francs CFA. Eh bien, quelqu'un qui a les 10 euros, il arrive dans la zone CFA, il a le double de ce qu'il devait avoir avant. Vous avez l'impression que vous avez boosté votre économie, alors qu'en réalité, vous avez juste régulé un déséquilibre du marché monétaire ou du marché économique en France. Lorsque vous soulevez ces questions, comme je vois Sami Kebab et une autre Nathalie Yamb, ils se font expulser. Donc nous, les Africains, et sans vous contredire, nous avons des piètres dirigeants, des gens qui ne réfléchissent pas. Pour la plupart d'entre eux, je ne vais pas vous contredire. Mais au-delà de cela, sommes-nous, Africains, capables de se mettre ensemble et de discuter en toute intelligence de ce qu'il faut pour nous? C'est ça toute la question. Avons-nous la maturité nécessaire pour y arriver? C'est ça toute la question. C'est vrai, on peut avoir la puissance. Tous les livres que vous avez cités, c'est des Blancs qui les ont écrits. C'est-à-dire, OK, on va y parler. Il fallait qu'on fasse l'examen, on va tenir aux théories à chiffres, aux hégémonies des États. Théorie, vous avez un Pascal, tout ça. Au fait, nous avons parlé quand tout le monde a émission quelqu'un n'est pas au diplôme, il faut le Boniface. Non, on n'a pas besoin de ces gens-là. On a besoin de savoir, pour que toi tu vives bien, pour que quelqu'un qui se réveille à Goma, à mon Cité, à vivre bien, Tina Tongo, Azana Moussala, qu'un Rwandais vienne au Congo librement, qu'il soit protégé, qu'un déconapso Congo na Kiavane na Kigali, Azana bien, que tout le monde ait un travail, que tout le monde ait des soins de qualité, couverture de santé universelle, que tout le monde vive bien. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans nous battre? Sommes-nous capables de discuter de ces choses entre Africains? Le Ghana a refusé l'argent du FMI. Le FMI a commencé à proposer l'argent Marmaba Covid. Le Ghana dit on n'en a pas besoin. Le Ghana commence à fabriquer ses propres voitures. Le marché nigérian, il y a véhicules. Les Nigérians consomment maintenant ce marché-là. Ils achètent leurs propres véhicules. Mais on sort dans la Mercedes, tu n'as pas une palissade, il faut Prado, il faut... Mais dans ce pays, il y avait des Leyland. Il y avait même la Peugeot produite aux Zaïre. Est-ce que vous savez que dans ce pays, le cortège, il y a Kengo, les Zaïre, la Peugeot ont besoin de monter en alimentaire. Vous étiez peut-être des enfants. Il y avait la Peugeot produite aux Zaïre. On assemblait la Peugeot ici. On faisait les camions Leyland ici, les camions Iveco, on le faisait ici. Na poids lourd, poids lourd. Toutes ces industries ont disparu. À quelques encablures, vous pourriez voir, quelques années après, avec de l'intelligence, la société Noékei, et puis vous voyez une société congolaise qui produit des véhicules, au lieu ensemble à Ketch, oui, bimbou le tambolaté, volant à droite. On peut être capable d'assembler des véhicules. Donc, je crois qu'on pourra continuer cette discussion. Tous vos arguments se valent, mais je crois que le problème que nous avons maintenant en tant qu'Africains, c'est de savoir, si nous sommes capables de juger, de sanctionner nos propres dirigeants. Parce que c'est bien beau de dire la classe politique. Prenons dans l'opposition aujourd'hui. Et je termine par là. Citez-moi un seul homme politique qui est clean, opposition, majorité, et qui doit devenir candidat parce qu'il est super intelligent.
et qui doit être vraiment candidat parce qu'il a fait ses preuves dans la construction des politiques publiques. Regardez ce qui nous anime, ce qui nous pousse à voter X ou Y. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de subjectivité dans tout cela. Beaucoup. Beaucoup de subjectivité. Aujourd'hui, ceux qui sont capables de faire une campagne présidentielle, pour la majorité d'entre eux, ils ont bénéficié de l'appui de leur position publique. C'est-à-dire, tu étais X ou Y dans l'appareil de l'État, aux huilards, tu accumules de l'argent, à un moment donné, tu dis que tu es candidat. N'est-ce pas? Parce qu'il faut au moins 35 millions pour être candidat à la présidence de la République. Est-ce que les plus riches sont les meilleurs parmi nous? Non. Est-ce que tous ceux qui dirigent les partis, tous en abatomine, n'est pas président Mokia, président Bitakwira, ce sont des éminentes grises. Est-ce que tous ceux qui dirigent les partis sont les meilleurs parmi nous? Non. Mais c'est généralement les personnes qui ont les plus de moyens. Vous en avez là, il y a la partie et tout ça. Bon, on y a UPM bon en permanence, on va signer le rôle de cofondateur, puis tu crées ton parti. Vous avez une autorité morale. Mais est-ce que tu es le meilleur parmi eux? Il y a des partis musulmans encore cotatés. Parce que je peux constater que la personne qui est à la tête de ce parti-là, moi, tout sur la net en France, Pambaboué, est athée. Mais vous allez voir des gens dans ce parti-là. Donc, c'est une responsabilité collective. Nous devons être capables de juger nous-mêmes nos concitoyens, juger nos propres comportements. Lorsque nous allons atteindre ce niveau-là et que nous aurons des citoyens que nous allons hisser à la tête de la société, qu'eux au moins soient capables de parler avec leurs pairs dans les autres pays. L'Union africaine, on a tous des échanges inter-africains. Aux yeux ministres économiques qui sont au Nigeria, moto. Et bah beaucoup de ça, ah non, aucune usine au Tali. Voilà des choses entre nous Africains. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Mais si vous venez toujours avec eux, ils sont mauvais, eux, ils sont méchants, on aura vu quand vous étiez dans l'opposition, maintenant vous êtes au pouvoir, eux, ils sont dans l'Union sacrée. Dans tous les pays du monde, il y a des organisations politiques. En France, il y a Macron avec En Marche. Ils font tous des meetings. Ça fait partie de la vie politique. Ça fait partie de l'animation politique. Ce n'est pas parce qu'il y a la guerre en Ukraine que vous allez demander à Emmanuel Macron d'annuler un meeting En Marche. Ou à l'autre, là, Mélenchon, il va faire son meeting. Il y a des gens qui grèvent et puis le lendemain, vous allez voir, il y a des gens qui font un meeting. Donc je veux simplement dire que ça relève de l'animation politique. Après, l'opposition existe, il y a la démocratie, ça c'est normal. Mais les questions les plus profondes sont celles-là. Binobo, comme avec dirigeant lobby, soit comme ministre et économie, tout premier ministre, est-ce qu'on a le courage, ok, Nathan, Rwanda, tout, non, mais Boro, vous savez bien, est-ce que vous collaborez, Bishop et salaire? Vous aurez le courage d'aller au Ghana, de dire au Premier ministre ghanéen, mais écoutez, moi chez nous, là, on a ceci, est-ce qu'on ne peut pas essayer C'est de cela qu'il s'agit. Au lieu d'aller en Europe, acheter des villas en France et commencer à acheter des maisons ici, comme ça, à 50 étages. Tu vas voir la maison que le gars il construit, il va se perdre dans sa propre maison. Mais il préfère ça. Et quand il n'a plus d'argent, il ne sait plus l'entretenir. Et des fois même, il ne la finit pas. Et donc combien de chantiers tournent dans la ville? Donc on va finir par là, parce que moi j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous a passionné, que nous pouvons continuer à développer. Donc on verra le vendredi prochain, je vais remettre l'antenne à Madame Candy. Voilà. Le vendredi prochain, bon, mais la question est éthique, pour ceux qui veulent me contredire. Tout bandambalamo vendredi, bon, bandana et bandambalamo l'oreille au cabinet de sous. D'accord? La RDC, victime de ses propres ressources naturelles, le thème reste ouvert. Si vous êtes intéressé à participer, contactez-nous au 081 97 99 640. Nous rappelons que nous émettons maintenant depuis la 107.6. Restez connectés sur iWeb Radio. Bonne évasion à vous.